Nous avons à peu près 130 questions et 50% d'entre elles ne sont pas dans le champ de compétences et de mission de Atout France. Premier point. Donc, mais, absolument, merci. Ça ne m'empêche pas, à titre de, si je puis me permettre, de professionnel du tourisme depuis un certain nombre d'années, d'émettre des avis. Je dis ça en introduction parce que c'est vrai que beaucoup nous reprochent d'en faire trop. Et il y a un effet de système qui fait que on converge volontiers vers Atout France parce que nous sommes opérationnels. Nous sommes dans l'opérationnel tout au long de l'année. Il y a 3000 actions de promotion dans le monde chaque année à partir d'une stratégie. Si vous croisez des gens qui vous disent ou qui disent dans la presse qu'il n'y a pas de stratégie depuis un certain nombre d'années, ils ont tort. Ils se sont trompés. Et je le dirai à d'autres occasions parce que nous avons élaboré des stratégies avec eux depuis plusieurs années et ils s'étonnent eux-mêmes qu'il n'y a pas de stratégie. Bon. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il n'y a pas un marché du tourisme, mais il y a des marchés du tourisme. Il y a le marché du ski, il y a le marché des congrès, il y a le marché du tourisme culturel, il y a le marché du tourisme social, qui est un marché aussi, etc. Bon. Donc, justement, on a intérêt à dire ce que Atout France doit faire, quel est son rôle, à le dire et à le redire, à rester dans notre domaine de compétences, ou lorsque on s'en écarte, bien préciser qu'il s'agit d'un avis et qu'il ne s'agit pas de la compétence de Atout France. Je ne vais pas forcément répondre à toutes les questions très précises parce que je ne suis pas forcément armé, mais on reviendra vers vous ultérieurement pour vous apporter des réponses quand il s'agit de réponses factuelles. Alors, si on essaie de remettre un peu d'ordre à mes collaborateurs sur le côté de moi pour m'aider à le faire, il y a eu plusieurs grands sujets qui ont été abordés. Il y a la question de l'organisation, pour pas dire la structuration, des compétences dans les territoires. Bien entendu, en tant que directeur général de Atout France, j'étais déçu par la loi NOTRe, je le dis, parce que je m'attendais à ce que on aboutisse à quelque chose de clair, et on aboutit à certes quelque chose de clair, puisqu'on aboutit à exactement la même situation qu'avant. Alors c'est une forme de clarté. Bon. Alors, donc, je vais pas refaire le film, mais je vais pas refaire le film, mais vous savez très bien de quoi je parle. Nous, Atout France, nous sommes obligés d'encourager le pragmatisme. Nous, on est à partir de données et d'éléments extrêmement concrets, mais très objectifs, qui partent essentiellement du marché et des volontés politiques. On essaie d'être pragmatique. Donc, quand on aborde la question des marques territoriales, je sais que le mot marque est inscrit dans les textes, d'ores et déjà. Le problème, c'est que il semble qu'on ne parle pas de la même chose. Moi, quand je parle de marque, je me suis exprimé tout à l'heure, je parle de valeurs, d'identité extrêmement forte, et j'espère que les marques vont échapper au monde du marketing. Et que ensuite, quand on commence à parler de marque territoriale, j'ai l'impression qu'on invite chaque élu à recommencer à créer une dynamique de marque autour d'un territoire, d'une identité qui ne sera jamais une marque, jamais. Et donc on fait ce qu'on a fait pendant des années avec les éditions papier, on fait des logos, on crée des blocs marques, et puis après il faut essayer de trouver les budgets pour les promouvoir, les budgets qu'on n'a jamais. Tout ça fait un peu désordre et un peu fouillis, pardon de le dire. Donc, mais je tenais à préciser l'évolution du tourisme, à la fois au plan mondial, mais aussi national, l'évolution de la consommation, l'aspiration des visiteurs, des voyageurs, etc., et du secteur de la distribution, font que, là aussi, il faut faire preuve de pragmatisme. Nos métiers vont évoluer et doivent évoluer très, très vite. Donc la question avant de se dire qui fait quoi entre un office de tourisme, une agglo, un département, une région, la question c'est que doit-on faire? C'est quoi aujourd'hui notre métier? Elle n'est pas très bien posée et forcément il n'y a pas de grande réponse.
Aujourd'hui, je pense que les nouveaux présidents des exécutifs régionaux auront à cœur de se poser cette question. C'est qu'est-ce qu'on met dans la compétence tourisme en termes de savoir-faire? Est-ce qu'un CRT doit être, comme il l'a été pendant très longtemps, et comme nous-mêmes nous l'avons été aussi pendant longtemps, hémiplégique, c'est-à-dire ne se consacrer qu'à la promotion, ou est-ce qu'il doit y avoir au sein des CRT ou au sein des organismes qui vont être issus des fusions qui auront lieu, des compétences qui touchent à l'organisation de l'offre, à l'investissement, à l'ingénierie, au développement de l'offre. On ne peut pas dire ce qui porte le numérique et la promotion internationale, c'est le produit, c'est la qualité de l'offre, c'est la qualité du service, et s'en désintéresser, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut se poser cette question du périmètre d'intervention des organismes qui sont liés aux exécutifs régionaux, sachant que, de mon point de vue, c'est quand même les exécutifs régionaux qui ont le plus de poids dans les politiques publiques en matière de tourisme, sachant que les départements vont jouer aussi un rôle et qu'il faut un minimum d'organisation entre les uns et les autres. Mais j'ai assez confiance, parce que là aussi je fais œuvre de pragmatisme, la baisse des crédits publics est telle que, à mon avis, l'organisation, on va devoir la mettre en place, la mettre en œuvre et de manière la plus efficace possible, la plus cohérente, pour que on mutualise, on crée des synergies et on ait davantage d'efficacité. De même qu'à l'échelle d'une agglomération, parce que j'aurais dû dire tout à l'heure d'ailleurs dans mon propos d'introduction que je parlais de la croissance mondiale du tourisme. 70% de cette croissance, la croissance est de 4 à 5% par an, 70% de cette croissance va dans les villes, va vers les villes. Ce sont des citadins, des urbains qui vont vers les villes, y compris des villes sur le littoral. Il y a un désir, une appétence à l'égard des villes extrêmement fort. Et donc, l'échelon, qui est très très compétent, c'est évidemment l'échelon de l'agglomération, pour prendre en compte les questions de l'accueil, de l'information, mais aussi de la promotion, mais aussi du développement. Avoir une structure qui accompagne les élus pour toutes les questions de développement touristique. Ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer les offices de tourisme et les syndicats d'initiative. C'est un réseau qui est utile, nécessaire et qui balise les territoires et les micro-territoires. Mais il faut faire évoluer au niveau des échelons les plus forts, de fait, la compétence tourisme et les actions en faveur du tourisme, donc agglomération, région, évidemment département. Ça, c'est un point important. Alors, dans les différents sujets qui ont été évoqués, il y a la question des visas, qui est un sujet, vous le savez, très porté par Laurent Fabius. Et d'ailleurs, nous avons obtenu des résultats récemment, puisque en Chine, le visa en 48 heures depuis plus d'un an nous a permis d'enregistrer des augmentations de la fréquentation avant les attentats. On a ouvert, le ministère des Affaires étrangères et du Développement international a ouvert cette procédure sur l'Inde, l'Afrique du Sud et les pays du Golfe. Les consulats ont désormais mandat pour tout faire pour faciliter l'obtention de visas touristiques et des visas du tourisme d'affaires. Ça, c'est aussi très, très important. Donc, on est beaucoup plus performant grâce à l'intervention du ministre. Je voulais simplement dire que, et c'est en lien avec le budget supplémentaire qui nous a été confirmé, en tout cas verbalement, nous attendons la notification de 5 millions qui est évidemment pris sur la recette visa. Et comme la recette visa, on ne peut la constater qu'en cours d'année, au fil de l'eau, nous aurons peu à peu les versements, évidemment, en fonction de la recette visa. Le sujet, pardon, ça fait un peu désordre, mais ça me permet de commencer par les sujets qui ont été communs à toutes et à tous, puis ensuite arriver au sujet plus pointu ici ou là. Il y a un sujet post-attentat qui a été évoqué à plusieurs reprises, qui est évidemment très important. La baisse de la fréquentation à Paris et en Île-de-France. La France, globalement, est moins touchée. La destination qui est très touchée, c'est Paris-Île-de-France et les destinations associées. Pour moi, les destinations associées, ce sont celles qui font partie de packages proposés sur les marchés internationaux. Évidemment,
Versailles, évidemment la vallée de la Loire, évidemment le Mont-Saint-Michel, évidemment la Champagne, qui sont des destinations qui ont été touchées parce qu'elles sont associées à Paris. On est de l'ordre de 25 à 30% de baisse en moyenne, particulièrement sur le haut de gamme, 5 étoiles, 4, 5 et Palace, à Paris, avec des niveaux de baisse de 30, 35, voire 40%. Les prévisions sont plus optimistes, mais je suis très prudent parce que on va essayer de bien vérifier ce que nous disons. Sur avril, il y a une reprise. On revient peu à peu à la normale, si ce n'est que certains marchés ont été beaucoup plus affectés que d'autres. L'Alsace est affectée parce que le marché japonais est très affecté. Le Japon, on est de l'ordre de 30 à 35% de baisse en Europe, parce qu'évidemment c'est toute l'Europe qui est touchée par la baisse de la fréquentation japonaise. Le marché japonais émet beaucoup moins de touristes japonais qu'avant, et nous on est à moins 35 environ. Nous avons pris des dispositions immédiates, comme vous le savez. Nous avons reçu à notre invitation une délégation de l'industrie touristique japonaise. Tous les grands patrons du tourisme japonais ont été présents à Paris il y a 2 semaines. Nous leur avons fait visiter, et ça répond à une des questions, la préfecture de police, pour que ils étaient 25, pour qu'en rentrant chez eux, ils puissent témoigner de ce qu'ils ont constaté, c'est-à-dire des services de sécurité, de police extrêmement efficaces. Monsieur Kikuma, qui était à mes côtés, qui est le président du syndicat des sergents de voyage japonais, a dit à quel point, il l'a dit en France dans la conférence de presse, à quel point il avait été surpris, agréablement surpris par la qualité du dispositif qui a été mis en place et l'efficacité de nos services. Il a même dit que de son point de vue, elle était même supérieure à ce qu'ils avaient en termes de dispositif au Japon. Et il l'a dit en rentrant au Japon. Il a pris la parole en conférence de presse, en réunion avec tous les agents de voyage, pour effectivement s'exprimer très très positivement sur la destination France. Ça a eu un effet, la réouverture des lignes qui avaient été fermées. C'est grâce à cette opération, d'ailleurs j'ai fait un petit communiqué qui est parti aujourd'hui sur ce point, et les 2 lignes qui avaient été fermées, à la fois Hana et JAL, ont été réouvertes, donc c'est un bon signe. Moi je me suis engagé à retourner au Japon très très vite, peut-être avec David Douillet, parce que le vice-président de la région Île-de-France aujourd'hui n'est autre que David Douillet. Alors, vous savez que c'est une personnalité forcément connue au Japon, donc il faut utiliser nos arguments. Alors c'est un argument de poids, mais il n'est pas. Il n'a pas que du poids. Il a fait une intervention très remarquée et très intéressante devant les Japonais. Donc il faut qu'on multiplie les actions en direction du marché japonais, ce que nous faisons. Bien entendu, il y a eu des réunions avec les professionnels parisiens et on a concocté avec les professionnels japonais un plan d'action commun. Parce que notre métier, finalement, au cœur du métier de Vatou France, il y a 2 mots-clés qui expliquent ce que nous faisons. La pertinence, parce qu'il faut être pertinent sur les marchés, la connaissance des marchés, la pertinence dans nos actions, et l'influence. Il n'y a pas d'influence sans pertinence. Et aujourd'hui, après les attentats, la question n'est pas de monter des campagnes de communication en direction du grand public, c'est d'agir sur les réseaux d'influence avec des arguments pertinents, vérifiés. Donc c'est ce que nous faisons. Nous avons aussi des actions en Chine. Le marché chinois a été évoqué. C'est un marché extrêmement important pour nous, pour la France, parce que tout simplement c'est un marché en pleine croissance. Ce sont des clientèles qui commencent à aller dans nos territoires, vous le savez, qui aiment le no-tourisme, qui aiment l'art de vivre à la française, qui aiment les grands sites, très intéressés par les grands sites, et qui dépensent beaucoup, en particulier dans le shopping. Alors aujourd'hui, c'est un marché également affecté, qui retient un petit peu son souffle par rapport à la destination France, mais nous avons enclenché des actions de promotion. J'étais à Pékin et à Shanghai la semaine dernière, et j'avais entraîné les palaces français, parce que les palaces français, d'abord, ils peuvent payer les actions de promotion,
Premier point. Deuxième point, dans les palaces, il y a des traditions, un art de vivre, des talents. Quand on fait la promotion des palaces, on fait aussi la promotion des produits français, des produits de la table, l'art de vivre, des produits de l'agritourisme, de l'agriculture, des terroirs, etc., etc. Bon. Et cette opération a eu beaucoup d'impact positif. Donc en post-attentat, les ministres, Matthias Fekl en particulier, a souhaité véritablement que nous nous engagions dans une action très soutenue sur l'ensemble des marchés. Nous avons prévu évidemment des actions fortes aux États-Unis et sur l'ensemble des marchés européens. La question qui a été posée aussi sur le post-attentat, c'est comment vont les autres? Alors, il faut savoir que c'est l'ensemble du marché mondial qui, en ce moment, est secoué par la situation géopolitique, j'allais dire mondiale, mais non, en particulier liée aux différents attentats dans différents pays. Bon. Et on voit bien qu'il y a une retenue sur les marchés touristiques en ce moment, avec une baisse d'émissions des touristes en provenance des principaux pays. Alors, des pays sont très, très affectés. L'Égypte est très affectée, la Tunisie, évidemment aussi. Je ne parle pas du Moyen-Orient. La Turquie commence à être affectée. Et certaines destinations, évidemment, le sont moins, mais dans un contexte de marché mondial qui est un peu en attente, incontestablement. Et on sait que la question de la sécurité se pose partout aujourd'hui. Donc ça relativise la position de la France en termes de part de marché. C'est-à-dire autant en position absolue, on perd pas mal de fréquentation. En termes de part de marché, moins, parce que malheureusement, les autres aussi sont affectés. Voilà sur les actions post-attentat. On a un rendez-vous qui est extrêmement important, qui est l'Euro 2016. Nous cessons de dire et de montrer à l'international que le pays sera prêt, y compris en matière de sécurité. C'est très très important. J'ai eu la question, vous avez posé la question sur l'impact de l'Euro 2016. Alors il faut être très clair. L'Euro 2016, c'est un apport de 1 500 000 touristes, visiteurs, qui vont voir les matchs, ou même qui viennent parce que ils imaginent que, enfin, ils savent que dans les villes, il y aura une très très bonne ambiance. Mais il y a aussi un effet d'éviction, c'est-à-dire que vous avez une partie des touristes qui sont assez importants à cette période de l'année, qui décident de ne pas venir en France. Au total, généralement, pendant cette période-là, on a un solde négatif de 10% à peu près de la fréquentation touristique. Mais, et je partage l'analyse évidemment avec Jacques Lambert, avec qui nous avons signé une convention, puisqu'on a une convention Euro 2016 à tout France de promotion, mais c'est une opération de promotion absolument fantastique, avec une exposition pour la destination qui nous permet, avant l'événement et surtout après l'événement pendant plusieurs années, de récolter le fruit de cet investissement dans ce grand événement, puisqu'on a généralement des hausses importantes du tourisme qui viennent après. Donc sur une année, à mon avis, on sera positif. Et des événements sportifs, d'ailleurs, on les utilise, on les exploite. Alors l'Euro 2016, oui, mais le Tour de France, qui est un allié du tourisme, qui est un promoteur de la destination absolument exceptionnel, puisque ce sont des images de la France, des régions que nous exploitons. On a une convention avec le Tour de France pour exploiter tous les contenus images du Tour de France. Toutes les régions ont été filmées, photographiées, en particulier avec des vues aériennes, et c'est un atout pour nous considérable. Et en plus, on a dans le Tour de France un partenaire de nos actions de promotion. En Australie, on a réalisé des actions de promotion fantastiques avec le Tour de France. On est toujours un peu dans le désordre, pardon, mais j'essaie de retrouver toutes les notes. La question montagne, lit froid, réhabilitation. Alors, bon, c'est une question très très structurante. Et c'est vrai qu'on a un peu l'impression de tourner en rond depuis des années.
on a été dans la mesurette souvent et dans le micro-dispositif pas toujours efficace. Nous avons produit avec la DGE de Bercy une publication technique qui vient de sortir, qui est gratuite, qui est à votre disposition. J'ai demandé à Jean-Baptiste de vous l'adresser, donc avec la liste. Voilà, elle vient de sortir, donc on va pouvoir transmettre cette publication à l'ensemble des parlementaires, qui fait un point précis sur les mesures qui avaient été prises, l'histoire un peu de la réhabilitation de l'immobilier de loisirs et les mesures que nous proposons techniquement, les mesures techniques qui pourraient être mises en œuvre. Alors, il ne faut pas perdre de vue que la question de la réhabilitation, c'est en plus compliqué. Alors, non seulement on n'a pas forcément été efficace, mais en plus, le tourisme devenant complexe, les marchés devenant complexes, les choses se sont encore compliquées. Il y a une chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on ne peut pas détacher la réhabilitation de l'immobilier, des appartements, des immeubles, de la réhabilitation de la station. C'est-à-dire que ce qui fait quand même revenir l'investisseur, le consommateur, le propriétaire, l'investisseur dans les travaux, etc., c'est aussi la qualité de ce qu'il y a autour. L'urbanisme, l'espace public, et évidemment la stratégie de promotion de la destination, des stations, etc. Donc c'est travailler sur un ensemble. Il faut traiter le sujet de manière verticale, donc la réhabilitation elle-même, mais il faut le traiter aussi de manière un peu horizontale pour entraîner l'ensemble de la station vers une réhabilitation ou un repositionnement. Quelquefois, c'est une question de repositionnement. Et quand globalement un micro-territoire de montagne, parce que on est dans la moyenne altitude. Vous voyez, je dis pas la moyenne montagne, parce que la moyenne montagne, c'est la montagne médiocre, et ça n'existe pas, la montagne médiocre, c'est la moyenne altitude. Quand on est dans la moyenne altitude, on accumule les difficultés, hein, donc c'est pas évident. Alors ça vous a pas échappé aussi que Airbnb s'intéresse au sujet. C'est-à-dire que finalement, ils arrivent à faire une percée en ce moment dans les stations de montagne, dans les villages de montagne, parce que ils vont essayer d'exploiter ces lits froids et ils proposent de recréer de la dynamique à partir du marché, par rapport à la réalité du marché. Ce qui oblige, alors ça a un effet pour une fois, enfin en tout cas pas pour une fois, mais en tout cas ça a un effet positif. Cette économie collaborative oblige tout le monde, à commencer par les pouvoirs publics, à avancer en matière de réhabilitation. Mais enfin, j'insiste, vous avez une belle publication qui est sortie, qui vous sera adressée, et il y a énormément d'éléments dedans. Ça me conduit à parler naturellement de Airbnb. Airbnb, aujourd'hui, il faut avoir en tête que quand on dit Airbnb, c'est une entreprise, mais il y a d'autres entreprises, bien entendu. En tout cas, l'économie collaborative qui voit se développer la location d'appartements particulier à particulier, et malheureusement le parasite de l'économie collaborative, qui est une économie, j'allais dire, claire, transparente, le parasite, c'est l'économie noire, hein, c'est l'économie au noir qui se développe. C'est un parasite quand même au-dessus. Se développe partout en France. On a commencé à Paris, la ville la plus importante pour Airbnb au monde en termes d'offres et de développement de l'offre. On parle de plus 25% l'année dernière, hein, plus 25% de développement de l'offre Airbnb à Paris. C'est aussi dans toutes les villes, c'est aussi dans des petites villes. J'ai constaté qu'à Arles, par exemple, on était passé de 400 appartements ou maisons à louer à 1000 en un an. Et souvent, le développement de cette offre précède le développement de la fréquentation touristique. Vous savez que le tourisme, c'est une économie de l'offre. C'est pas une économie de la demande, même s'il faut écouter la demande, il faut s'adapter en permanence pour des services particulièrement pointus et sophistiqués. C'est une économie de l'offre. Donc, le développement d'une offre crée un appel d'air pour faire venir les clientèles nouvelles, en particulier pour la Provence et Arles asiatiques. On oublie souvent que la limite du développement de la fréquentation touristique en France, c'est le volume de l'offre, les stocks.
les stocks disponibles pour accueillir une demande supplémentaire des consommateurs supplémentaires sont trop peu importants. L'hôtellerie se développe pas suffisamment, ne s'est pas suffisamment développée. On est le seul grand pays touristique à ne pas avoir vu son offre hôtelière se développer. Au contraire, elle s'est rétractée, sauf dans les villes. Là où les investisseurs viennent, ce sont dans les grandes villes. Mais petites villes, villes moyennes, campagne, littoral, montagne, l'offre hôtelière s'est rétractée. Donc on l'a dit, on l'a écrit, on l'a réécrit, on a expliqué pourquoi elle s'était rétractée. Il s'est rien passé. Bon, le sujet a été évoqué par certains d'entre vous. Il y a énormément de contraintes qui pèsent les contraintes réglementaires. Et attention, hein, j'en profite pour le dire, c'est pas les taxes et les charges, ce sont les contraintes réglementaires. À Paris aussi, il y a des taxes et des charges, et pourtant la fréquentation touristique en développement, elle est importante. Quand vous avez dans une ville moyenne, à la campagne, des contraintes réglementaires, un modèle économique extrêmement tendu, avec des marges qui sont très très faibles, avec une question centrale au cœur de chaque entreprise, surtout des entreprises de services, il y a des femmes et des hommes, c'est-à-dire des collaborateurs, des employés. Et la question du service, elle est fondamentale, parce que si vos employés ne sont pas formés ou qu'ils ne sont pas là, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, il doit y avoir, je ne sais plus combien, 25 ou 30 000 emplois dans l'hôtellerie ou dans la restauration qui ne sont pas pourvus. Et de l'autre côté, donc, on a le chômage, et puis on a des entreprises qui ne se développent pas ou pas suffisamment. On a des élus qui viennent nous voir en disant « mais je ne comprends pas pourquoi mes hôtels ferment chez moi ». On a quand même une question centrale. Vous savez que un investisseur vient sur l'hôtellerie que si l'exploitation lui verse un loyer suffisant. Et l'exploitation ne peut verser un loyer suffisant que si la qualité du service s'est développée parce que les employés sont formés. Donc quand je dis l'employé, le collaborateur est au cœur du modèle économique, je pèse mes mots. Commençons par l'employé, commençons par la formation, commençons par ces questions de saisonniers qui sont revenus aussi dans nos échanges avec le logement des saisonniers. François Pouponi a dit en Corse, on a des saisonniers qui partent trop tôt, qui quittent les hôtels trop tôt, et parce que c'est une île, je vous l'apprends pas, repartent ailleurs, et c'est très très difficile pour les hôteliers de les retrouver. Et on a 3 ou 4 mois difficiles. Donc des propositions qui ont été faites par le Cercle des grandes maisons corses, un dossier extrêmement intéressant que je vous invite à lire. Si on peut, Monsieur Pouponi va nous trouver ça. Vous de distribuer, parce qu'il y a des propositions extrêmement concrètes qui ont été faites par les hôteliers corses en matière de saisonnalité et donc qui remettent la question de l'employé, du collaborateur au cœur du problème. Il faut qu'on trouve le moyen de fidéliser pendant la période hors saison les employés pour pouvoir les conserver. Et la proposition qui est faite m'a semblé intéressante techniquement, parce que je sais qu'elle a été remise à Monsieur Macron et au ministre en charge du tourisme. Elle est intéressante parce que, au fond, l'État y gagne. Si on regarde bien dans cette proposition, l'État va en termes de charges gagner, et puis l'économie corse aussi, ce qui est très très important, puisque cette hôtellerie, on a besoin qu'elle reste ouverte le plus longtemps possible. Donc c'est un sujet avec l'hébergement des saisonniers qui revient régulièrement. J'en profite pour dire que la question qui était sur BPI France est de l'investissement plus généralement. Donc vous savez que le ministre a souhaité, Laurent Fabius a souhaité qu'un fonds important d'investissement soit créé. L'annonce a été faite d'1 milliard d'euros. Il a été créé par la Caisse des dépôts et BPI France. Maintenant, il faut que les projets remontent. Et je pense qu'assez rapidement, d'ailleurs, c'est le souhait de notre président du conseil d'administration, Philippe Faure, président du conseil d'administration de Atout France, que on travaille un peu mieux tous ensemble, c'est-à-dire Caisse des dépôts, BPI France et nous, rapidement, pour qu'on fasse remonter les projets, parce qu'il y a une question
enfin, j'ai un petit peu d'expérience dans le tourisme, vous le savez, j'ai déjà vécu des mises en place de dispositifs, mais qui n'étaient pas connus, difficilement accessibles, il n'y avait pas de guichet, etc. Vous savez, quand un banquier vous propose un produit, eh ben, il fait un package, c'est compréhensible, c'est accessible par le public. Il vous envoie une lettre en disant, vous recevez un mailing vous disant, eh ben, écoutez, il y a ce produit financier qui est mis en place, c'est pour vous, voilà comment il faut faire, il vous prend la main, etc. Moi, j'ai beaucoup d'élus qui me disent vite, mettez vite le produit en place, c'est-à-dire pas les fonds disponibles, mais le package, si je puis dire, pour expliquer comment on l'utilise, comment on y accède, à quel guichet on tape et comment c'est pris en charge ensuite dans toute la procédure, le service, etc. Donc nous, évidemment, on m'a posé la question. Vous m'avez posé la question très justement, Atout France là-dedans. Bien entendu qu'on a un rôle à jouer et que nous sommes attendus pour la compréhension des dossiers, parce qu'il faut deux choses pour bien comprendre un dossier: une grille financière, technique, le regard du banquier, j'allais dire. Un banquier, non pas, je parle d'un banquier d'affaires, je ne prends pas un prêteur sur gage, parce que on a des banques. Donc là, il ne s'agit pas d'un prêteur sur gage, il s'agit d'un levier politique et stratégique pour le développement du tourisme. Et nous, il faut qu'on apporte notre regard technique profond sur la qualité des projets en les réintégrant dans les dynamiques de destination. Bon. Je n'échapperai pas à la question du tourisme social. Je n'ai pas du tout envie d'y échapper. J'aurais pu vous dire, après tout, ça ne fait pas partie de notre compétence. Oui, non, j'en sais rien. Mais en revanche, nous sommes très compétents pour accompagner les politiques en matière de tourisme social. Pourquoi? Parce que on a déjà produit beaucoup de choses, de notes, d'études, que je tiens aussi à votre disposition. Parce qu'au cœur du tourisme social se posent naturellement les questions du financement, naturellement les questions du développement de projets, naturellement la question de réhabilitation. Souvent, le tourisme social est adossé évidemment à des questions très structurelles, de l'immobilier, de loisirs aussi, du patrimoine qu'il faut rénover, réinvestir, et puis évidemment du service qu'on apporte aux touristes qui viennent dans ces établissements, qui doit être aussi un service de grande qualité. C'est pas parce que on est un peu en difficulté dans la vie qu'on ne doit pas être traité comme un client. C'est-à-dire que je pense que il faut aussi veiller à traiter les vacanciers du tourisme social comme on traite des clients, puisqu'il y a une attente de leur part qui se rapproche de celle évidemment de tous les consommateurs, ce qui est bien normal. Donc moi je suis à votre disposition pour ceux que ça intéresse, puisqu'on a une équipe ingénierie développement très pointue qui a beaucoup travaillé sur ces sujets. Donc on est en lien évidemment avec l'UNAT et Michel de Messine en permanence, et on apporte de l'expertise, des propositions de solutions, même si encore une fois c'est pas forcément dans notre champ de compétences et dans notre mission. Qu'est-ce que j'avais à évoquer? Alors, d'autres sujets, les budgets, la question du budget de promotion qui revient régulièrement. Premier point, le budget de promotion de la destination France est historiquement, j'allais dire préhistoriquement, structurellement très faible. Bon, là, c'est la première fois que nous avons une augmentation depuis 14 ans. Je connais un petit peu l'histoire du budgétaire de la promotion du tourisme. Je peux vous dire qu'on n'a jamais eu une telle augmentation dans un contexte où tous les autres budgets baissent. Alors, structurellement, tout le monde baisse. Nous, non seulement on baisse pas, mais on augmente. Donc, c'est un effort que je salue quand même, qui est quand même important. D'autant que, je l'ai dit, le fait que la dynamique
des réseaux internationaux du MAEDI soient à nos côtés engagés au profit du tourisme, c'est aussi des moyens. Alors, on les a pas évalués, ils sont pas directement dans le budget, mais je peux vous dire que je les ressens comme moyens supplémentaires. Le fait que le ministre ait obtenu que France.fr soit le nom de domaine du site tourisme à l'international, c'est une avancée considérable. Parce que, et je réponds en partie à la question posée autour du numérique, ça, ce sont des moyens supplémentaires. Bon. Donc, certes, il y a un budget en hausse, dans un contexte où tout le monde baisse, mais il y a aussi des moyens supplémentaires qui sont apportés indirectement à la dynamique du tourisme et qui sont pas qu'il faut prendre en compte aussi. Donc, j'avais une question directe. Est-ce que vous êtes satisfait? En tant que directeur général, je me souviens de l'histoire budgétaire du tourisme. Oui, je suis satisfait. Et oui, j'espère qu'on pourra faire plus dans les années qui vont suivre, parce que la compétition est terrible et qu'il y a de plus en plus de marchés touristiques. Je crois qu'on a évoqué la question de nos actions sur les marchés émergents. Nous nous déployons sur les marchés émergents. C'était le souhait du ministre. Nous sommes présents en ASEAN avec des actions. On s'appuie évidemment sur les ambassades, des actions pour la première fois sur 3 ou 4 marchés de la zone ASEAN. Nous allons nous déployer en Turquie, à la demande également du Quai d'Orsay. Et puis nous avons des actions également en croissance sur les marchés d'Amérique du Sud. Mais on aura ensuite certainement en Afrique à déployer nos moyens aussi en Afrique sur 4 ou 5 marchés qui sont des marchés en pleine croissance, et avec une consommation qu'on commence à ressentir dans nos villes, à Paris, singulièrement dans le shopping, de la clientèle africaine de très haut niveau. Donc vous voyez, de plus en plus de marchés complexes, donc ça nécessite effectivement plus de moyens dans l'avenir. Moi, c'est mon souhait. Alors évidemment, je fais des notes, c'est mon rôle. Je fais des notes pour espérer plus en 2017 encore. C'est aussi, je sais, le souhait du ministre, qui est très très attentif, des ministres, Mathias Fekl comme Laurent Fabius, et d'autres, Martine Pinville, qui est en charge aussi du tourisme et qui se déploie aussi, parce que je crois qu'on a vraiment besoin de ces moyens. J'ai dû oublier pas mal de choses. Alors, saisonnier, j'en ai parlé. La Chine, j'en ai parlé. Pardon. Les Outre-mer. Oui. Bon. Alors, c'est vrai que dans le Conseil de promotion du tourisme, on a eu à aborder la question des Outre-mer. Alors, c'est un sujet que nous connaissons extrêmement bien à Tout France, parce que nous y travaillons depuis longtemps, à la fois sur les volets développement de l'offre, services, structuration de l'offre, investissement, le volet aérien qui est très très important. Les contrats de destination d'ailleurs sont une très bonne réponse parce que ça permet de synchroniser les investissements et les efforts techniques à la fois sur le transport, l'aérien et l'hébergement singulièrement, puis évidemment la promotion. Nous avons un partenariat très étroit avec le ministère des Outre-mer, une convention même, qui nous permet d'avancer très concrètement dans tous ces domaines en respectant la compétence des collectivités. Parce que, comme vous savez, les Outre-mer, c'est comme la Corse, les compétences sont un peu élargies la plupart du temps, et la compétence tourisme, plus encore que en France, comme on dit dans les Outre-mer, ou dans alors ils disent en France, alors donc en métropole. Et dans l'Hexagone, quoi. La compétence tourisme est prise en charge par la collectivité, et vous savez qu'ils ont la compétence sur le transport. Et évidemment, c'est extrêmement important de travailler étroitement avec les collectivités régionales pour être en harmonie avec leur politique, qu'il n'y ait pas de dissonance, et qu'on arrive à mettre en place des schémas de développement qui soient extrêmement efficaces. Il y a beaucoup de propositions qui ont été faites que vous pourrez lire dans le rapport du Conseil de promotion du tourisme, évidemment, que nous déclinons et que nous appliquons à la lettre, puisque c'est un programme assez ambitieux au profit des Outre-mer. Qu'est-ce que j'ai oublié? Certainement beaucoup de choses.
a-t-il des questions? Madame Dubier? Les contrats de destination et Expedia. Alors, les contrats de destination sont mis en place. Ils sont à la fois, c'est vrai, peu dotés, et en même temps, je vois venir un développement des moyens par les acteurs eux-mêmes. C'est-à-dire que l'avantage d'un contrat de destination, c'est une dynamique. Ce sont les acteurs eux-mêmes qui investissent dans cette dynamique, quelquefois assez facilement. Je suis allé faire un point très précis à Biarritz, Pays Basque, pour voir ce que donnait le contrat de destination. Donc, on s'appuie en particulier sur le Golfe, sur le Golfe. Les acteurs du contrat de destination m'ont dit que grâce au contrat de destination, ils ont fait en 6 mois ce qu'ils n'avaient pas pu faire en 15 ans. Ils l'ont dit publiquement. Pourquoi? Parce que c'est une dynamique pragmatique. On tient compte des compétences. On ne renie pas les compétences de chacun, mais on associe tout le monde, et tout le monde se sent engagé et participe à tous les mois à des réunions de suivi. Donc naturellement, ces réunions qui sont assez créatives permettent de réinvestir. C'est-à-dire que ce que j'apprécie, c'est que nous, on réinvestit, on est cohérent avec nous-mêmes. Bien entendu, ce qu'on met en avant sur les marchés internationaux, derrière les marques mondiales, c'est surtout les contrats de destination, les offres des contrats de destination. Donc, il y a une dynamique globale, chacun investit dans le même sens, au cœur du contrat de destination, qui fait que même à partir d'un budget qui peut paraître très très limité, on arrive quand même à des résultats, en particulier sur l'offre. Encore une fois, ce qui compte, c'est qu'on fasse évoluer nos offres pour qu'elles soient performantes. Je ne sais pas si j'ai répondu suffisamment. Voilà. Alors, certains sont un peu en retard. Alors là, comme je vous ai dit, c'est une démarche décentralisée par définition. C'est pas des membres des gens de l'État ou des gens qui sont liés à l'État comme nous qui doivent décider à la place des porteurs de contrats de destination. Nous, on accompagne. On met et nos savoir-faire, notre expertise, notre connaissance des marchés à disposition, notre énergie, tous les moyens de promotion à l'international qui boostent derrière. Et normalement, ça devrait donner des résultats. Expedia. Alors Expedia, d'abord c'est une entreprise privée, donc tout partenariat avec une entreprise privée est à examiner par définition, parce que le tourisme se co-construit, public-privé. Jusqu'où il faut aller en matière d'investissement à leur côté, ça c'est une autre question, parce que ils ont nous, on les a vus, on les connaît bien, bien entendu. Ils font des propositions aux régions, aux villes, à nous, qui visent à mutualiser les moyens. C'est-à-dire, ils disent, nous, on met des moyens considérables pour promouvoir votre destination, additionnez, investissez à nos côtés, investissez vos moyens de promotion à nos côtés. Alors, ça pose évidemment un petit problème, c'est ce que je leur ai problème de la mise en concurrence de l'appel d'offres, parce qu'à partir du moment où ça revient à dire qu'on achète de l'espace chez eux, c'est-à-dire que faire une campagne avec Expedia, c'est pas passer par un autre média que il faut faire en tout cas respecter les règles juridiques. Ensuite, il faut être attentif à un point, de mon point de vue, c'est que naturellement, une fois qu'ils auront réuni ce budget avec les budgets publics des villes ou de nous-mêmes ou des régions, ils risquent d'aller voir les hôteliers en disant la commission maintenant faites encore un petit effort sur la commission, parce que vous avez vu ce qu'on apporte, c'est pas rien, c'est grâce à nous que... Et puis au fond, il y a un risque quand même, moi à mon avis, même si ça mérite d'être étudié, même si dans certains cas c'est utile, il y a un risque de transférer finalement une politique, une possibilité d'exprimer une politique à un privé planétaire. Donc il faut faire attention à ce qu'on fait. Il faut être un peu prudent. Ils peuvent, pourquoi pas, faire partie d'un plan média comme un autre média. Et ils peuvent être mis en concurrence. Et puis il faut peut-être quelques clauses un petit peu
et quelques contraintes.